La grande édition de midi se poursuit. Que faire des djihadistes français capturés en Irak et en Syrie qui risquent la peine de mort? C'est une question très sensible à laquelle le gouvernement est désormais obligé de répondre à l'heure où une ressortissante allemande vient d'être condamnée à mort par pendaison pour appartenance à Daesh. Et c'est dans ce même pays qu'une Française attend d'être jugée. Sur LCI, la garde des Sceaux a tranché hier. L'État français interviendra en cas de condamnation à mort. Mais le gouvernement est divisé sur le sujet. Alors faut-il rester fidèle à ses principes, non à la peine de mort, ou l'État doit-il abandonner les djihadistes français pour préserver notre sécurité? On va poser la question à Driss Saïd Youssef. Bonjour, spécialiste des questions de sécurité et du terrorisme. Vous êtes docteur en droit et président de l'Institut Léonard de Vinci. Écoutez ce que disait hier la ministre Nicole Belloubet sur LCI, une position que ne partage pas l'ancien chef du gouvernement, Manuel Valls. C'est un traitement là au cas par cas qui doit être effectué. Je redis ici mon attachement aux règles du procès équitable. Bien entendu, s'il y avait une question de peine de mort, l'État français interviendrait, puis en négociant avec l'État en question. Alors moi, vous savez, je n'ai aucun état d'âme. Ces personnes ont pris leurs responsabilités d'une certaine manière. Le gouvernement ne le dira pas ainsi, mais nous pratiquons une forme de déchéance de nationalité. Ils ont pris les armes. Ils ont voulu tuer des Français. Ils nous haïssent. Ils haïssent la France, nos valeurs. Ils tuent. Ils tuent ici, ils tuent là-bas. Quelles que soient d'ailleurs les religions, les confessions, les origines. Donc il faut être, dans cette guerre que nous mène le terrorisme, il faut être très clair, il faut être impitoyable. Est-ce que si l'État français est impitoyable, pour reprendre les mots de Manuel Valls, est-ce qu'on mettrait en place une peine de mort qui ne dirait pas son nom? Je ne sais pas, mais dans les deux reportages, en tout cas dans les deux déclarations, elles sont toutes les deux excessives. D'un côté, la ministre de la Justice qui dit on fait du cas par cas alors qu'on ne peut pas faire du cas par cas, il faudra avoir une politique globale. Et d'un autre côté, un ancien chef de gouvernement qui dit qui met tous ces individus dans le même sac. C'est-à-dire que ceux qui sont partis rejoindre n'ont pas voulu déposer des bombes sur notre territoire, mais partis combattre ce qu'ils appelaient effectivement le régime Bachar al-Assad, qui est un régime oppresseur. Et il convient de faire quand même une distinction entre ceux qui sont là-bas et ceux qui ont commis des attentats sur notre territoire. Après, toute la difficulté, c'est qu'effectivement, le gouvernement est en train de se chercher, est en train de trouver la bonne solution pour traiter ce phénomène qui va durer encore quelques décennies. Est-ce qu'on n'est pas justement naïf vis-à-vis de ces djihadistes français en Irak et en Syrie? Vous dites qu'il faut faire la distinction entre ceux qui ont commis ou voulu commettre des actes terroristes sur le sol français et ceux qui sont partis combattre Bachar al-Assad. Non, nous ne sommes pas naïfs, mais nous avons du mal à traiter cette problématique, à savoir aujourd'hui des Français qui ont la nationalité française et qui sont partis rejoindre effectivement cette organisation terroriste et qui, au terme d'une offensive, ont été faits prisonniers. Vient aujourd'hui la question de la suite du jugement de ces individus. La suite est le traitement de la réponse pénale. Est-ce que nous acceptons, nous, pays de la démocratie, que nos ressortissants soient effectivement condamnés à mort dans un certain nombre de ces pays? C'est une vraie question qui se pose à l'aune du XXIe siècle et avec une difficulté particulière, c'est celle d'un conflit meurtrier et dont on dit qu'il est extrêmement difficile à résoudre. Alors la question, elle est d'autant plus urgente qu'on estime, selon le procureur de la République de Paris, François Molins, qu'il y a 676 Français djihadistes dans la zone irako-syrienne et parmi eux, une centaine d'hommes, femmes et enfants qui seraient détenus dans l'attente d'un éventuel procès. On voit bien que les cas de figure vont se multiplier. Est-ce que c'est possible de faire du cas par cas ? Non, ce n'est pas possible de faire du cas par cas, mais nous, Français, et nous avons raison, nous regardons un peu le problème un peu franco-français, mais pour ce qui concerne les Syriens et surtout les Irakiens, le problème, il est plus global. C'est environ 5400 étrangers aujourd'hui faits prisonniers en Irak ou en Syrie, et c'est aussi 20 000 ressortissants irakiens faits prisonniers en raison de leur appartenance. Je rappelle que l'Irak a exécuté là depuis quelques mois environ 40 personnes pour leur appartenance à cette organisation terroriste. Donc nous voyons ce problème franco-français, eux sont obligés de le voir d'un point de vue un peu plus global pour le résoudre. Et donc pour eux, la réponse, c'est-à-dire la peine de mort qui doit être prononcée, est pour eux une des réponses les plus simples à gérer. Plutôt que d'emprisonner des individus. On n'a pas parlé du cas kurde, mais il y a environ 70 Français faits prisonniers par les Kurdes. Les Kurdes n'ont pas la possibilité, n'ont pas les moyens financiers et matériels d'emprisonner indéfinitivement ces individus. Et nous, donc, est-ce que nous avons des contacts justement avec ces Kurdes ?
nous n'avons pas de contact officiel, puisque aujourd'hui, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'institution. Nous avons quelques relations diplomatiques, mais qui s'arrêtent à des relations purement diplomatiques. Et puis ensuite, après, il y a les apports que nous avons faits auprès des Kurdes, notamment avec la formation, la livraison d'armes pour combattre effectivement cette organisation terroriste. Mais ça s'arrête là. Nous n'avons pas de convention d'entraide judiciaire. Donc la question, elle va être extrêmement difficile à résoudre, savoir qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous pouvons tolérer pour qui. Je rappelle qu'il faut aussi faire la distinction entre les combattants qui ont combattu armes à la main, et puis ces familles, femmes et enfants, qui n'ont a priori pas participé à des combats, mais qui ont, de par une certaine assistance, aidé cette organisation terroriste. C'est compliqué de le savoir, justement. C'est compliqué de le savoir parce qu'il faut le documenter. Il faut le documenter pour un certain nombre d'individus. Nous avons des films, nous avons des photos qui démontrent qu'effectivement, armes à la main, ils ont posé, ils se sont glorifiés, et puis pour des familles un peu moins. Et la difficulté, ça va être effectivement de placer le bon curseur, savoir finalement qu'est-ce qu'on en fait, mais il faut être aussi... non pas naïf, mais il faut être lucide. C'est-à-dire que ce soit la Syrie ou l'Irak ou peut-être les Kurdes demain ne pourront pas emprisonner indéfinitivement des femmes et des enfants qui n'ont pas participé directement à des combats. Forcément, ces gens, un jour, seront amenés à revenir. Après, il nous faut avoir une réflexion, c'est est-ce que nous voulons qu'ils soient emprisonnés là-bas et radicalisés encore plus, ou les emprisonner chez nous pour effectivement entamer un travail de réinsertion beaucoup plus tôt. La question, elle se pose. Eh bien justement, si on rapatrie ces personnes qui sont actuellement en Irak et en Syrie, ils vont être détenus en France. L'emprisonnement de ce type de profil est très compliqué. On l'a vu avec le mouvement des gardiens de prison qui sont souvent impuissants face aux détenus radicalisés. Regardez ce que disait dans le Figaro David Thompson, grand reporter, prix Albert Londres pour son enquête choc sur les revenants. L'État islamique et ses appels au meurtre restent présents dans l'esprit de ses partisans, dont la plupart sont aujourd'hui dans les prisons françaises. Un revenant me disait d'ailleurs « J'ai quitté la Syrie pour fuir Daesh et j'ai retrouvé Daesh à Fleury-Mérogis ». Est-ce que ces djihadistes rapatriés seront une bombe à retardement pour les prisons françaises ? Incontestablement, oui, David Thompson a complètement raison dans son analyse. Dans le même temps, il nous faut, après cette analyse, voir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on met en place une spéciale rétention de sûreté où on garderait peut-être indéfiniment des individus tant qu'ils présentent une menace manifestement très grave pour l'ordre et la sécurité publique? C'est un vrai sujet, mais le sujet des prisons, il n'est pas nouveau, il est ancien. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est sur une surpopulation carcérale environ 139%, ce qui empêche l'administration pénitentiaire de faire ce travail. Et en plus de ça, cette problématique de la radicalisation des pratiques violentes, c'est un phénomène nouveau. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de nos échecs, mais on apprend en travaillant le sujet. Donc il faut aussi laisser le temps à l'administration pénitentiaire et au gouvernement pour essayer de travailler une réponse la mieux adaptée. Mais il faut le dire, et il a raison David Thompson quand il dit aussi dans cette interview qu'un certain nombre d'individus ne pourront pas les récupérer. Et donc, il faut avoir une vraie réflexion, un courage et être lucide sur, finalement, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on doit, à un moment donné, envisager une sortie ou les garder indéfiniment, c'est-à-dire revoir le code pénal, revoir notre constitution pour essayer de mettre en place des dispositifs beaucoup plus sévères ? Il faudra beaucoup de courage politique. Il nous reste 30 secondes. On sait que le gouvernement est divisé sur la question. Florence Parly, la ministre des Armées, elle est très claire. Elle dit ce que nous voulons, c'est aller au bout de ce combat. Et bien sûr, si les djihadistes périssent dans ces combats, je dirais que c'est tant mieux. Pendant combien de temps le gouvernement pourra être dans l'ambiguïté ? Il pourra être dans l'ambiguïté tant qu'il ne verra pas les choses avec beaucoup de lucidité. Ce qui se passe en Syrie, en Irak, ce n'est pas ce qui se passe sur notre territoire. Nous avons dans nos prisons environ 650 individus très radicalisés, emprisonnés pour terrorisme, et environ 1500 personnes qui sont radicalisées, 12 à 13 000 individus fichés S. C'est de cela dont il faut qu'on parle aussi aujourd'hui. La question de ceux qui sont emprisonnés là-bas et qui vont probablement, pour un certain nombre d'entre eux, y rester, la question est réglée. Il nous faut nous focaliser sur notre problématique intérieure. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette problématique, tant qu'on ne regardera pas les choses avec lucidité, notamment ce qui se passe dans les prisons, on n'y arrivera pas, c'est certain. Merci beaucoup Driss Saïd Youssef d'avoir été avec nous dans la grande édition de midi qui se poursuit. Alors restez avec nous.